Je m'appelle David Perrault, j'ai réalisé 2 longs métrages. Nos héros sont morts ce soir, qui était en sélection à Cannes en 2013. L'État sauvage, un western qui est sorti il y a 2 ans. Et Endless Night, c'est ma première série. Donc une série fantastique sur le monde des rêves. Alors c'est une idée qui remonte à assez loin, parce que j'ai toujours été fasciné par le monde des rêves. C'est-à-dire quand j'étais enfant, par exemple, j'étais maître de mes rêves. C'est-à-dire que je faisais des rêves conscients. J'avais conscience que j'étais dans un rêve et j'avais la possibilité, enfant, de mettre des rituels à l'intérieur même de ces rêves, soit pour me réveiller si c'était un cauchemar, soit pour au contraire les enrichir. Et c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Bah, c'est évidemment quelque chose que j'ai perdu en grandissant, parce que c'est très fortement lié à l'enfance. Et je raconte souvent que j'ai voulu faire du cinéma pour retrouver un peu ce pouvoir de l'imaginaire, quoi, cette manière de contrôler mon imaginaire. Donc je me suis toujours intéressé à tout ce qui tournait autour du rêve, de façon diverse et variée. Je dirais même que mon premier gros choc de cinéphile qui m'a fait devenir cinéaste, c'est Les Griffes de la nuit de Wes Craven. Avec Freddy Krueger, parce que voilà, je sortais de l'enfance, j'arrivais dans l'adolescence, j'ai découvert ce film et tout ce que ça racontait autour du pouvoir des rêves et des cauchemars m'a frappé et m'a rappelé ma propre expérience. Donc ça a été aussi une sorte de déclencheur. Et il y a même des rêves dans ma vie d'adulte qui ont changé un peu le cours de ma vie, en fait, que j'ai écouté presque comme des prémonitions, ce genre de choses. Donc c'était Endless Night, c'est un peu le sujet autour duquel je tourne depuis des années, en fait. J'avais écrit un long métrage il y a plusieurs années quand j'étais à la FEMIS, où j'avais fait la formation professionnelle. Ça se passait déjà dans une clinique du sommeil et c'était déjà l'histoire d'un cauchemar contagieux. Mais ça, j'avais écrit ça il y a 15 ans, et quand Netflix France a commencé à chercher des séries fantastiques, je leur ai reproposé quelque part ce pitch. Et si un cauchemar devenait contagieux, qu'est-ce qui se passerait? Et c'est comme ça que la série a démarré, en fait. Bon, le casting pour moi c'est ultra important, c'est-à-dire que dans la mesure où on me demande souvent c'est quoi la direction d'acteur. Et je dis la direction d'acteur, déjà, c'est le casting. Si on a fait un bon casting, déjà, le gros du travail est fait, quoi. Et moi, je suis sensible beaucoup au tempérament. Bon, là, c'était des comédiens jeunes, en l'occurrence. Donc, le casting a duré très longtemps, parce qu'il y a eu le Covid aussi, entre-temps, etc. Et je sais pas, j'ai dû voir 100 personnes pour chaque personnage. Et ce qui était le plus compliqué, dans un premier temps, c'était de trouver Eva, qui était le personnage principal, donc. Et c'est vrai que quand j'ai vu Ayumi Miru, j'ai tout de suite su que c'était elle, en fait. Ça a été un déclic, une sorte de coup de foudre artistique entre nous assez fort. Et une fois que j'ai trouvé Eva, j'avais besoin de créer un groupe à la fois cohérent, mais avec des personnalités très différentes. Donc ça s'est fait un peu comme un puzzle, en fait, comme ça, mais autour d'elle. Et donc voilà, il y a des gens que j'ai trouvés assez vite, entre guillemets, et d'autres que j'ai trouvés à la dernière minute, genre peut-être un mois avant le tournage. Alors il y a plusieurs choses, c'est que bon, le tournage a duré 2 mois et demi, si je ne me trompe pas, en sachant que les cadences de tournage sur une série, ce qui était nouveau pour moi, sont beaucoup plus intenses que sur un long métrage. C'est-à-dire que sur un long métrage, on tourne à peu près 3 minutes utiles jour. Et sur une série, on est plus autour de 7-8 minutes, quoi. Donc c'est un rythme beaucoup plus intense. Et par rapport au Covid, alors c'était assez paradoxal parce que quelque part ça a été une bénédiction pour nous. Parce que les comédiens, donc je les ai castés en France, enfin tout le casting jeune, on va dire. Et une fois qu'ils ont été que leurs rôles ont été validés, ils sont venus en Belgique, puisque le tournage a eu lieu à 90% en Belgique. Et ils ont été obligés de vivre ensemble pendant 2 mois et demi, manger ensemble, puisque tous les restaurants étaient fermés. Et donc du coup, je pense que ça a créé un vrai groupe dans la réalité.
Et je pense que ça se sent à l'écran. D'ailleurs, ils sont devenus amis, c'est devenu aussi mes amis. Enfin, il y a quelque chose de très fort qui s'est passé parce que aussi on était obligés de vivre ensemble sans accès à l'extérieur. Ils pouvaient pas rentrer chez eux, ils pouvaient pas rentrer en France, etc. Donc ça a été le truc bénéfique du Covid. Le truc moins bénéfique, c'est comme tous les tournages, on doit manger à la cantine avec des vitres, on va porter des masques tout le temps. Et sur un plateau, il y a ce qu'on appelle un référent Covid qui surveille que tout se passe bien, etc. Et moi, pour parler avec les comédiens, c'était compliqué parce que j'avais le masque. Alors des fois, j'oubliais de remettre mon masque, ce genre de truc. Mais bon, en fait, on s'y fait assez rapidement. C'est des questions de production, en fait. Donc voilà, quand on monte un budget de film, en France, par exemple, des fois, on cherche des régions particulières. Et là, pour des raisons X ou Y de production, il fallait tourner en Belgique. Je pourrais plus vous dire exactement pourquoi, mais donc on se déplace, on tourne là-bas et puis on doit prendre une équipe technique belge, ce genre de choses. Les autres comédiens ont été castés en Belgique aussi, et ça a permis à la série de se monter avec un budget à peu près confortable. Super. Pour moi, l'écriture, ça change tout le temps. C'est organique de faire un film ou de faire une série. C'est-à-dire, il y a l'écriture du scénario. Quand on rentre en préparation, il y a des problèmes de budget, toujours. Donc, on doit resserrer, utiliser les lieux au maximum. Donc, on réécrit à ce moment-là. Les repérages font que moi, je suis assez sensible. Je suis visuel, donc je suis assez sensible au décor, ce genre de choses, donc effectivement ça change toujours la matière même du scénario. Et puis ensuite je réécris au tournage avec les comédiens, et puis je réécris au montage. C'est une réécriture assez permanente. Donc parce que pour moi c'est une matière organique, un tournage, un film, etc. Et plus je procède comme ça, plus j'arrive à rendre ça vivant. En fait. Ça c'est ma méthode, c'est pas un truc universel. Il y en a tellement des... Un tournage, c'est toujours plein de gens qui vivent ensemble. Bon, il y a des anecdotes, il y en a 100 000. Après, des anecdotes intéressantes. Moi, ce dont je pourrais parler, ce qui m'a le plus marqué sur Endless Night, c'est ma connexion. Je parlais de mon coup de foudre artistique avec Ayumi Hiiro, qui joue Eva. Et quand je suis toujours en train de réécrire, par exemple, la scène de rêve qu'elle faisait de manière récurrente sur la plage, à la base, c'était pas parlé en japonais, son père n'était pas japonais, etc. Et c'est une idée que j'ai eue en préparant le tournage. Et Ayumi arrive un matin et me dit « J'ai eu une idée cette nuit ». Et je lui dis « Oui, je sais exactement ce que tu vas me dire. Le père est japonais, ils vont parler en japonais pendant les rêves ». Donc on avait cette espèce de connexion en fait un peu mystique qui fait qu'on avait presque plus besoin de parler tous les deux, on essaie juste d'être raccord de coiffure, quoi, à peu près la même. Donc pour moi c'est l'anecdote un peu générale du tournage que je trouve chouette à raconter parce que ça a un sens par rapport au projet. Alors la nuance, alors là en plus on va dire qu'Endless Night c'est un peu un prototype parce qu'il y a deux choses chez Netflix, il y a ce qu'on appelle les acquisitions. C'est-à-dire ils achètent des séries dans les pays étrangers, etc. Et c'est pas des Netflix originaux. Je crois que c'est ce qui s'est passé sur La Casa de Papel, par exemple, où la première saison, c'est une série espagnole, ils achètent la première saison, et les autres saisons, ça vient des Netflix originaux. Alors, un Netflix original, il finance à 100%. Okay. Ils financent à 100% la série, et puis ils suivent chaque étape de la série, etc. Là, le truc, c'est que c'était financé, si je dis pas trop de bêtises, peut-être à 70%. Et le reste, la production devait trouver l'argent justement en Belgique, etc. pour pouvoir faire la série. Mais l'avantage de ça, c'est que j'ai eu une entière liberté pour faire un peu ce que je voulais. Et voilà, c'est la différence, il me semble, entre un original et une acquisition. Mais là, c'était un peu hybride. C'était à la fois une acquisition, mais sur scénario, et en même temps, ils produisaient une partie. Donc, mais là, c'est des trucs de production, je peux pas trop
on va dire, ça fait partie du montage financier de la série aussi. En tout cas, le résultat, c'est que j'ai été très très libre au niveau de l'écriture, au niveau du tournage, au niveau du montage, et j'ai livré à Netflix tel que j'imaginais la série. Non. Non, parce que j'avais des bons producteurs aussi. C'est-à-dire qu'ils connaissent bien aussi leurs diffuseurs. Enfin, moi, mon producteur, il travaille pour plusieurs diffuseurs. Il travaille pour Netflix, mais il travaille aussi pour Arte, pour HBO, etc. Donc, il connaît aussi à peu près les attentes de Netflix. Mais bon, il a aussi produit cette série pour faire quelque chose d'un peu différent aussi sur la plateforme. Mais en sachant que ça correspondait quand même à leur ligne éditoriale. C'est-à-dire une série avec des adolescents fantastiques, avec un concept plutôt original autour des rêves. Donc à partir de ce moment-là, on m'a un peu laissé en paix, on va dire. Moi, j'ai une appétence pour le cinéma de genre en général, donc un peu tous les genres, avec ma préférence, enfin, celui avec lequel je suis plus à l'aise en tant que réalisateur, c'est le fantastique. Parce que c'est ma culture, j'ai été élevé avec ça. Mais le problème, c'est quand on commence à faire le problème. Des films français, c'est pas dans la culture du cinéma français de faire des films fantastiques. Donc j'ai dû passer par des chemins de traverse, et disons que Endless Night, c'est la première fois où je peux attaquer le fantastique de front. Aussi parce que c'est une plateforme qui le permet, parce que le public est plus jeune, il a plus cette culture-là. Et donc pour moi c'était idéal, mais c'est vraiment... Enfin, moi je vais continuer dans cette voie-là, je vais faire des films fantastiques. C'est pas moi qui vais faire un film naturaliste par exemple, ou sur un fait de société, je saurais pas le faire. J'aime beaucoup l'écriture, parce que tout est possible, on est juste dans l'imaginaire. En sachant qu'au bout d'un moment j'en ai marre et j'ai envie de tourner avec des gens. Donc j'adore mais ma partie préférée, je pense quand même que c'est le tournage, parce que j'adore l'esprit troupe, j'adore fédérer des gens autour d'une idée, etc. Et la partie la plus douloureuse pour moi, c'est la post-production. Parce que tout est fait, on peut plus revenir en arrière et il y a moins la possibilité d'imaginer mille choses, il faut faire avec ce qu'on a. Donc je dirais que le tournage, c'est ce que je préfère. Ouais. Ouais, je suis en train d'écrire une histoire d'amour entre deux sorcières. D'accord. Donc toujours dans le domaine fantastique. Toujours dans le domaine fantastique, ouais. Ouais, ça se passe sur plusieurs époques. Voilà. Le truc des États-Unis, c'est que moi, tant que je suis libre, je veux bien tout faire. Mais après, voilà. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je veux travailler en anglais avec des acteurs aussi anglo-saxons, mais peut-être dans des productions européennes ou voilà, un peu dans le modèle de ce que fait Nicolas Winding Refn ou Lars von Trier, c'est-à-dire qu'ils tournent avec des acteurs anglo-saxons qui leur permettent d'avoir une grande exposition pour leurs films, mais ils tournent quand même en Europe dans un système de production européen. Pour moi, ce serait un peu l'idéal. Mais je ne sais pas ce qui m'attend après Endless Night. Eh ben, ça, je vais le savoir, je pense, dans quelques semaines. Ça va dépendre du succès de la série et de ce que va dire Netflix par rapport à la saison 2. Donc, en sachant que voilà, on est face à des mastodontes hein, de côté. Hein. Donc il faut que la série ait le temps aussi de faire son bonhomme de chemin par le bouche à oreille. Et en tout cas, moi j'adorerais qu'il y ait une saison 2. Il y a déjà des choses de prévues, puisqu'il y a même des choses qui sont laissées en suspens dans la première saison, qui sont faites pour être développées dans une deuxième saison. Donc moi je suis prêt en tout cas pour la saison 2. J'attends juste le feu vert. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Et vive Ciné Actu.